Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TEACH, Eurofin Environex et Go Mouton. Je reçois Dr Julien Ouellemand qui se décrit lui-même comme médecin, geek et rêveur. Julien est radio-oncologue à Montpellier en France. Il est également protagoniste de la santé globale et passionné du Japon. Julien a développé une sagesse qui m'apparaît remarquable pour son jeune âge. Je l'ai découvert sur les médias sociaux et j'ai tout de suite été intrigué par le personnage. C'est donc un plaisir pour moi de le recevoir en entrevue. Nous parlons de sa carrière, de ses passions, de son approche de la maladie et du cancer. Et nous discutons également de Miroki, le robot qui accompagnera bientôt les enfants en salle de traitement de radiothérapie dans le but de diminuer leur angoisse au moment où ils sont seuls et isolés. Une entrevue fascinante et rafraîchissante à une époque où tout nous semble bien sombre. Bonne écoute! Julien, bon après-midi. Bon après-midi, merci. Ça va bien? Ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La Santé au-delà des mots, la merveille des médias sociaux. Là, je le dis souvent, il y a beaucoup de choses négatives, mais il y a beaucoup de choses positives. Donc, les LinkedIn notamment, où tu es très actif, là, je voyais que tu as atteint 10 000 abonnés en un an. Donc, un fait d'armes. C'est ça. Ben, merci beaucoup Jean-Pierre pour l'invitation. Écoute, ça fait extrêmement plaisir de passer au-delà des océans, tu vois. Exactement. Donc, on va souhaiter ne pas être dérangé, là, parce que tu es de garde aujourd'hui, en tout cas, ou sur appel. Donc, moi, j'ai donné ma garde pour toi. Non, c'est pas vrai. C'est gentil. J'ai pas eu cette chance-là. Écoute, on se lance. J'en profite. On est au lendemain d'abord de l'élection américaine. Donc, je me demandais si chez toi, c'est un psychodrame en France ou dans le sud de la France ou... Au Canada, quand même, ça marque les esprits. Alors, nous, en France, oui, ça marque les esprits, pas pour plein de raisons, hein, ce sera un peu long à évoquer, mais c'est vrai que ça écrit beaucoup. Tu vois sur LinkedIn, hein, il ne se passe pas là un jour sans que tu vois pas quelque chose qui dit oui, je suis pour, non, je suis contre, etc. Moi, j'avoue que ça me touche pas vraiment. Okay. Je suis un peu dans cette philosophie stoïque, tu sais, qui dit finalement, si j'ai pas la main dessus, à quoi bon y penser? Okay. Donc c'est vrai que finalement ça change pas mon quotidien direct. Okay. Donc pour l'instant moi ça me voilà je le vois de très loin et je ne peux que suivre. J'ai pas d'avis pour ou contre. On verra bien ce que l'avenir nous dit. Exactement. Mais c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre, c'est clair. Tout à fait. Écoute, à suivre. Là. Ici, je veux dire, c'est comme un sujet. Puis moi, j'ai un certain intérêt pour la politique américaine, donc on peut en écouter 24 heures sur 24. Ouais. Écoute, j'avoue que moi, je suis détaché parce que j'ai pas la main là-dessus, donc, quitte à pas avoir la main, je préfère ne pas y penser. C'est parfait. Écoute, donc encore une fois, merci beaucoup là, d'avoir accepté l'invitation. Donc tu es au Québec, on dit radio-oncologue, donc c'est donc la même spécialité. Donc tu fais de l'onco radiothérapie axée sur la pédiatrie. Mais peut-être traites-tu des adultes aussi ou... Alors, je fais les deux. Effectivement, j'aime bien dire à chaque fois que je traite les enfants de 18 mois jusqu'à 103 ans. Le plus petit bout de chou que j'ai fait, c'était 18 mois et personne le plus âgé, c'était 103 ans. Donc, ça fait une range quand même qui est assez large.
OK. Et donc voilà, je suis sur 2 établissements, Mhm. effectivement, où je travaille dans un établissement exclusivement sur les enfants et l'autre établissement exclusivement sur les adultes. Est-ce que je comprends que le deuxième institut est un institut privé ou c'est demeure public? Comment ça fonctionne, disons, Alors l'offre de effectivement, soins? alors en fait, il y a plusieurs choses. Il y a 3 types d'offres de soins en France. Il y a OK. l'offre de soins public, donc qui est l'hôpital public accessible pour tous. Mhm. L'hôpital privé, qui est en fonds privé, c'est-à-dire que tout le monde peut aussi y accéder, mais tout est en fonds privé et les patients avancent leurs frais en général. Et il y a l'entre-deux, qui est le centre de lutte contre le cancer, qui est là où j'exerce pour la pédiatrie, qui sont Mhm. des centres qui sont un peu entre les deux. OK. C'est des établissements privés à but non lucratif. D'accord. L'idée, c'est pas d'en faire un business à proprement parler, c'est moitié fonds privés, moitié fonds publics, mais ça reste institutionnel. OK. Et donc, il y a plusieurs centres en France, il y en a une quinzaine, il me semble, de centres qui sont dédiés uniquement à la prise en charge du cancer. Et donc, OK. c'est là-dedans que je fais la pédiatrie. Et effectivement, je suis patron de la clinique privée pour les adultes à côté. OK. Si tu as un intérêt, tu feras des recherches sur tout ce qui est l'accès aux soins privés au Québec. C'est un débat qui est très chaud actuellement. Donc, depuis la pandémie, il y a eu des fermetures de salles, diminution de l'accès. On n'est pas capable de rattraper ce retard. Il y avait déjà une espèce d'engouement pour le réseau privé qui est en train de se développer énormément. Donc ici, c'est vraiment un sujet chaud. Ça devient même parfois un débat idéologique, là, à savoir est-ce qu'on est pour le privé ou... Parce qu'au Québec, le réseau public est un peu sacro-saint. Là. Je dis souvent que c'est un petit peu ce que l'Église catholique était il y a 50 ans. Là. On ne peut pas attaquer le réseau public. Les gens donnent tous les vices au réseau privé, alors que en France, je pense que ça fonctionne selon un mode hybride depuis... toujours à toute fin pratique ou c'est ce que tu as toujours connu, à ma connaissance? Ou... Alors, c'est un peu biaisé parce que, si tu veux, pendant nos études, on nous enseigne quand même que le public, c'est le sacro-saint. Ok, parfait. Donc, et on diabolise beaucoup le privé. Et même moi, j'avais cette idée-là erronée, du coup, que le privé n'était là que pour faire de l'argent et traiter finalement pas si bien les gens. Et en fait, quand je suis parti dans le privé pour plein de raisons, j'ai découvert qu'en fait, pas du tout. Justement, on se sortait de la lourdeur administrative et du carcan hiérarchique du sacro-saint public pour arriver à quelque chose de beaucoup plus fluide. Ici, mon travail en privé est parfaitement optimisé. Il n'y a aucun temps mort, aucune perte d'énergie. Justement, comme il faut que le business marche, puisqu'effectivement, il doit tourner, on n'a pas la place à la fainéantise, la flemme, le manque d'attrait, etc. Donc, tout est optimisé. Ici, moi, j'ai plein de logiciels qui optimisent mon quotidien. J'ai une armée de secrétaires qui m'aident au quotidien et ça fonctionne hyper bien. C'est très, très fluide. Et du coup, travailler dans ces conditions-là, c'est extrêmement intéressant et c'est hyper bien parce que justement, tu ne peux te concentrer. Ici, je me concentre exclusivement sur la médecine. Tout le reste est optimisé pour que je ne fasse vraiment que de la médecine. Alors que quand je travaille à l'hôpital avec les enfants, il y a une lourdeur administrative et hiérarchique qui est vraiment bien différente. Et donc c'est vraiment moi en allant dans le privé que j'ai découvert ça. Est-ce que ça crée pour toi un attrait ou une des craintes qu'on a au Québec, c'est l'exode du personnel, des médecins. Je pense que depuis 10 ans, le nombre de médecins qui ont quitté le réseau public s'est multiplié par 10. Donc, est-ce que c'est une crainte en France de voir les médecins quitter le réseau public de façon massive ou il y a suffisamment de ressources humaines pour pallier? Ou... Alors, je pense qu'en fait, c'est très lié à la personnalité du médecin. Il y a des gens qui aiment bien travailler dans l'optimisation, vraiment un peu sous pression, beaucoup d'heures. Là, si tu veux, je bosse 3 jours en clinique, mais par contre, je bosse presque 12 heures par jour. Mais ça me dérange pas parce que c'est hyper fluide. Il y a des gens qui aiment pas ça. Il y a des gens qui préfèrent travailler 5 jours, mais par contre, faire 9h, 17h avec une pause pour le café le matin, une pause pour le café l'après-midi, avoir plus de temps, tu vois, prendre le temps un peu plus. Mais il y a beaucoup de temps mort. Moi, je sais que quand je vais à l'hôpital, il y a beaucoup de moments où je ne fais pas grand-chose, mais je dois être là. Et donc, il y a des gens qui aiment travailler comme ça. Moi, j'ai des copains qui bossent à l'hôpital et qui en sont très contents. Et j'ai des copains qui disent, moi, non, c'est trop lent pour moi, il faut que ça bouge, quoi. Donc, pour moi, il y a 2 mentalités de médecins, donc il y aura toujours de la place pour chacun dans chaque endroit. Parce que, voilà, il y a des gens qui sont pas prêts à travailler 12 heures par jour et il y en a qui en ont
qui n'ont pas envie de faire des pauses de 2 heures toutes les 4 heures. Quoi. Ok, c'est bien. Voilà. Si tu me résumais un peu le cheminement pour devenir radio-oncologue en France, ici au Québec, là, rapidement, on parle de 5 ans de médecine, 5 ans de spécialité, donc 10 ans. Les gens qui travaillent en centre universitaire doivent ajouter souvent un fellowship, donc de 1 à 2 ans. Donc, est-ce que ça se compare ou est-ce qu'il y a des différences majeures? J'ai une amie qui a fait un fellowship justement à Montréal en radio-oncologie justement, et donc nous c'est un petit peu différent. On a 6 ans de médecine un peu globale, où on passe dans tous les services. Ensuite, on a un concours pour choisir effectivement si on va quelle spécialité on va faire et dans quelle ville on va la faire. Et donc tu peux être amené à migrer de ta ville d'origine, on va dire. Et ensuite, donc tu fais en fonction de ta spécialité 4 ou 5 ans d'études. Donc la radiothérapie, c'est 5 ans. Et ensuite, effectivement, pour bosser en institution, on te demande d'avoir un master 2 en biologie cellulaire, en tout cas, ou quelque chose qui s'en approche, pour bosser dans ces institutions-là. Voilà. Donc... Et en plus, si tu rajoutes la pédiatrie, tu rajoutes 1 an de plus de formation pour ça. Donc ça te mène à bac plus 11, 12, 13, 14. Quoi. Dans ton cas, c'est ça à peu près 13-14 ans, disons? Ouais, c'est ça, 14 ans. Ouais. Quand même. Félicitations. Écoute, on va revenir sur ta pratique dans quelques instants, mais comme je disais, je te suis depuis un certain temps sur LinkedIn. Je me demandais, est-ce que tu dors un peu ou parce que très actif sur LinkedIn, puis là, je constate toutes les autres activités. Puis là, en te cherchant, je vois en plus que tu as un site web ou un blog destiné aux étudiants en médecine qui s'appelle Super Médecin, qui probablement pourrait intéresser les gens ici aussi. Donc, c'est quoi Super Médecin, ce site, site web? Ouais, alors ça, Super Médecin est un peu tombé effectivement dans mes projets un peu connexes, on va dire. À la base, c'était l'idée d'un constat qui disait que la médecine, alors je sais pas comment ça se situe au Canada, mais la médecine en France, pour moi, est un peu malade, dans le sens où tous les médecins sont un peu fatigués du système, fatigués de comment ça marche, fatigués de plein de choses. Le Covid a pas aidé là-dessus. Et pour moi, le constat, il partait du principe que on nous apprend dans nos études à être des médecins, à être très techniques. Je sais faire des choses incroyables en radiothérapie, des trucs hyper compliqués, de la précision ultime sur des enfants de 18 mois, c'est très bien, mais on m'a jamais appris à gérer une équipe, gérer mon stress, gérer mes émotions, gérer un planning, gérer une urgence, gérer mes sous, ne serait-ce que des trucs comme ça. Comment récupérer après une garde, comment bien dormir, qu'est-ce qu'il faut que je mange pour être en forme avant une garde, ce genre de choses. Et tous ces trucs autour, en fait, qui font que derrière, tu es un médecin, ce que j'appelle le médecin à 360, le médecin intégral, qui n'est pas que bon en médecine, mais qui est bon en tant qu'humain, juste en tant qu'être humain qui s'est développé et qui a acquis d'autres compétences. Et donc, mon idée derrière Super Médecin, c'était ça, c'est de dire, le côté technique, la fac s'en occupe, il y a des prépas qui s'en occupent, c'est très bien. Moi, je veux vous apprendre tout ce qu'il y a autour et qui feront de vous un bon médecin et surtout un médecin épanoui. C'est très bien de savoir faire les choses, mais si derrière, ça te détruit la vie, ça n'a pas trop de sens. Donc mon idée, c'était d'apprendre toutes ces petites choses que la fac n'apprend pas pour faire un médecin intégral. Voilà. Donc c'est ça, Super Médecin. Et pour l'instant, j'ai pas poursuivi parce que on en reparlera, j'ai encore plein d'autres projets. Mais c'est quelque chose que je garde en fond et que probablement je reprendrai. Probablement sous la forme de podcast, justement, parce que j'aime bien maintenant le format podcast. Donc je referai probablement quelque chose de ce type-là. Écoute, on aura peut-être l'occasion de recollaborer à ce moment. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Mais dis-moi,
J'ai déjà eu des gens en entrevue comme toi qui sont hyper occupés, puis parfois je me dis, puis qui prônent un peu l'équilibre dans la vie professionnelle, personnelle, puis parfois j'ai l'impression que les gens qui prônent ça sont tellement occupés qu'ils peut-être font parfois le contraire de ce qu'ils prêchent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. Si tu me dis que tu travailles 12 heures par jour, tu veux entretenir un site web, il n'y a pas un risque parfois de s'épuiser en pensant aider les autres? Je sais pas si tu vois ma question. Alors, ouais, je comprends, mais ça m'est arrivé justement de m'épuiser comme ça, mais parce que je faisais pas les choses qui me plaisaient. OK. En fait, tu t'épuises quand tu travailles 12 heures sur quelque chose qui te plaît pas. C'est vrai. Quand tu travailles 12 heures sur un truc où tu te régales, en fait, tu vois pas le temps passer. Et donc, en fait, c'est ça qui fait que j'arrive à travailler beaucoup, c'est que maintenant, je ne fais que des choses dans lesquelles je me régale. D'accord. J'ai longtemps fait des choses, encore une fois, pour les autres, et que pour les autres, en m'oubliant un peu moi. OK. Et j'ai eu un petit rappel à l'ordre il y a quelques années, et du coup, maintenant, aujourd'hui, je ne fais que les trucs qui me font vibrer, quoi. Et du coup, je peux travailler très fort sans voir le temps passer. Sans avoir la fatigue. Ouais. Dis-moi... Mais par contre, tu vois, ça nécessite une organisation. C'est effectivement, tu vois, pour reparler de l'équilibre pro et perso, j'ai des temps dédiés. Moi, je fais beaucoup de time blocking. Tu sais, je prends des espaces de temps dans mon agenda, parce qu'on est tous d'accord qu'on n'a pas le temps. Donc moi, je prends le temps. OK. Je prends le temps, donc je bloque mon agenda pour dire là, mon objectif principal, c'est celui-là. Donc j'alloue du temps dans ma journée pour ça. Et donc j'ai du temps dédié à ma famille. J'ai du temps bloqué où là, c'est famille only. Et il n'y a pas, voilà, dans ce moment-là, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de téléphone. C'est que ma famille. Et donc ma famille sait que dans ces temps-là, c'est précieux. Parce que ça, c'est des moments que je garde aussi pour eux, pour avoir justement cet équilibre et pas qu'il reste dans les miettes du temps qui me reste la famille, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois de gruger dans... Ça prend une certaine discipline pour bloquer du temps comme ça? Parce que moi, le réflexe j'ai, c'est de gruger dans certains... On priorise, dans le fond, là, tu sais. Puis donc, de gruger dans des périodes ou des cases horaires qui sont peut-être moins importantes, mais qui le sont quand même. Tu me parles de la famille, mais peut-être la tentation pourrait être forte parfois de gruger 30 minutes ou 1 heure sur ça parce que tu as, je sais pas moi, un truc médiatique important pour parler de Miroki, par exemple. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, ça prend une discipline. Alors, c'est une discipline, et puis après, ça prend aussi une certaine flexibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas grave si tu respectes pas la lettre. Ce qu'il faut, c'est d'essayer de s'y coller au mieux et de s'adapter. Si tu vois que pendant 3 semaines, tu n'arrives jamais à t'y coller, c'est que ton planning, il est pas bon. Okay, ouais. Il faut revoir ton planning. Au départ, moi, j'avais 25 projets, donc forcément, j'arrivais à rien faire. Maintenant que j'ai raffiné, que j'ai 3 grands projets, on va dire, en fait, j'arrive beaucoup plus à avoir le temps. Mais au moins, voilà, ça oblige à resserrer sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui. Je te dis, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les trucs qui me font vibrer. Comme ça, je sens pas que je travaille dessus. OK. Mais dis-moi, ce serait indiscret de te demander ton âge. J'ai une idée, mais j'aurais dit peut-être mi-trentaine, mais est-ce que je me trompe pas? J'ai 36 ans, ouais. Okay. J'ai 36 ans. D'où te vient cette sagesse? C'est le Japon ou parce que... Alors, si je ferme les yeux, tu pourrais avoir 60 ans. Alors, c'est ce qu'on me dit souvent. Alors, en fait, j'ai un gros avantage que j'ai découvert avec le temps. Le fait de faire de la cancérologie, j'ai été confronté finalement très souvent à la mort. J'ai vu beaucoup de gens mourir, j'ai vu beaucoup de gens morts, j'ai fait beaucoup de certificats de décès. Et du coup, là où les gens font le bilan de leur vie et en tirent des leçons, mais quand il est trop tard, moi, je l'ai vécu, cette situation, des centaines de fois. Donc, c'est comme si j'étais mort, finalement, des centaines de fois, et où j'ai eu la possibilité, des centaines de fois, de me poser la question de est-ce que c'est vraiment la vie que je veux? Est-ce que c'est ça que je veux vivre? Est-ce que c'est comme ça que je veux le vivre? Et le fait d'avoir vécu, finalement, indirectement cette expérience-là, eh ben, ça m'a fait, effectivement, acquérir une certaine sagesse sur qu'est-ce qui était important dans la vie, qu'est-ce qui l'était moins, qu'est-ce que je voulais vraiment pour moi et pour les autres. Mais c'est un long chemin, hein, c'est un long chemin. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça, c'est le fait d'avoir vu un peu ces expériences de vie et de mort régulièrement qui me font me dire à chaque fois, voilà, moi je veux profiter de la vie. Elle est courte, elle peut être très courte, je l'ai vu, hein, quand tu as 18 mois, ta vie elle est très courte, hein, quand tu as un cancer à 18 mois. Donc du coup, moi tous les jours, je me dis, voilà, il faut profiter. Et profiter, ça veut pas dire cramer sa vie, s'amuser tous les soirs, c'est vraiment faire ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui nous fait vibrer au quotidien? Ça fait 3 fois que tu me mentionnes l'âge de 18 mois. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de traitement de radiothérapie avant l'âge de 18 mois ou... Exactement. Ça n'existe pas? OK.
Ça n'existe pas, Jean-Pierre, effectivement, parce que au-delà, en dessous de 18 mois, on estime que c'est beaucoup trop toxique. Déjà qu'à D'accord. 18 mois, c'est très toxique pour l'organisme. OK. On estime qu'en dessous de 18 mois, l'enjeu n'en vaut malheureusement pas la chandelle. Donc en général, ce qu'on fait, on fait des chimios pour atteindre 18 mois. Et si vraiment il y a besoin de faire des rayons, on les fait à 18 mois. OK, OK. Tu parlais tout à l'heure de la faculté de médecine qui nous prépare à certains enjeux, mais moins bien à d'autres. Est-ce que la faculté de médecine t'a bien préparé à ce rôle de soignant, puis à voir mourir les gens ou Pas du tout. à voir les gens souffrir ou autre? Pas du tout. OK. Pas du tout. Alors ça l'est un peu plus maintenant. On a des cours de théâtre maintenant pour annoncer les situations difficiles. C'est bien, mais c'est encore, à mon sens, insuffisant comparé à la réalité dure du terrain, quoi. OK. Puis si je rajoute la petite couche qui fait que tu traites des enfants, je sais pas, comme soignant, comment est-ce qu'on se protège face à la douleur des enfants? Peut-être à un âge où j'imagine quand tu as commencé, peut-être tu n'avais pas d'enfants. Je connais pas ta situation personnelle, mais c'est peut-être même pire si on en a. Je sais pas comment on... Moi, c'est une chose personnellement comme chirurgien qui fait que je n'aurais probablement pas fait de chirurgie pédiatrique. Là, donc, c'est un mécanisme de défense. Alors moi, j'ai une petite fille de 6 ans. OK. Qui va très bien. Et je transfère pas du tout. En fait, OK. j'ai eu une expérience... J'ai eu une expérience au début de ma carrière d'oncologue, justement, j'étais jeune interne en oncologie. Et je me suis attaché à une patiente, une jeune, elle avait 26 ans, un cancer du col découvert pendant la grossesse. Mm-hmm. Et je me suis beaucoup attaché à elle parce que elle était sympa, c'était mes premiers pas en tant qu'interne. Donc on veut sauver tout le monde, on veut aider tout le monde. Mm-hmm. Et en fait, elle est décédée quelques mois plus tard. Et en fait, ça m'a détruit, quoi. Vraiment, je me suis dit, waouh, je me suis tellement accroché que j'ai perdu plus qu'une patiente, j'ai perdu presque une partie de moi, quoi. OK. Et du coup, depuis ce jour-là, il y a une espèce de shift mental dans ma tête qui s'est fait. Et j'ai plus jamais transféré. C'est-à-dire que je suis très empathique. J'aide les gens, je soutiens les gens, je comprends parfaitement ce qu'ils ressentent. Mais il y a plus ce côté sympathie qui s'installe, ce débordement de frontières. J'arrive toujours à maintenant avoir la juste frontière qui me dit je suis au bon endroit. OK. Je suis là pour les aider, je suis le phare dans leur tempête, mais je suis pas là pour pleurer avec eux. Il y a des gens qui sont là pour pleurer avec eux, c'est pas mon rôle. OK. Voilà. Et depuis ce jour, effectivement, j'ai la bonne position. Et donc, du coup, j'ai plus besoin finalement de me protéger. C'est mon maître de tai chi qui disait si tu te protèges, en fait, c'est que tu as un bouclier, et le jour où le bouclier se fissure, c'est la catastrophe. Et effectivement, c'est ça. Quand on se protège, tant qu'on peut encaisser, c'est bon, mais un jour, si on traverse la carapace, c'est très destructeur. OK. Donc, plutôt que de se protéger, il faut accepter, en fait. OK. C'est comme ça. C'est l'impermanence de la vie, nous disent les bouddhistes. C'est comme ça. Les Japonais diraient shoganai, on n'y peut rien. OK. C'est comme ça. Et du coup, j'essaye plutôt d'avoir cette philosophie-là de dire, en fait, se protéger, non. Parce que si un jour ça passe comme avec cette patiente-là, ça fait beaucoup de dégâts. C'est plutôt de dire, j'accepte, c'est comme ça en fait. C'est que ça a un but. Et du coup, depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus serein au quotidien. Je n'ai pas ce stress-là et je me dis pas, il faut que je me protège des situations, etc. C'est une question qu'on me pose souvent, comme je fais les enfants. On me dit, mais est-ce que voir les enfants qui vont pas bien, est-ce que c'est pas trop dur? En fait, quand on a cette vision-là, non, ça l'est pas en fait. On est là pour les aider. On a la bonne place, la juste place, et ça suffit en fait. Et si tu me parlais un peu de la gestion des parents qui ont des enfants malades. Alors ça, c'est le J'ai grand... l'impression que ça peut être presque plus difficile que l'enfant, parce que j'avais la notion que les enfants, tu me corrigeras, mais les enfants, parfois même très malades en jeune âge, continuent à jouer. J'ai entendu des histoires d'enfants qui jouent presque jusqu'à leur dernier souffle là, en soins palliatifs, alors que les parents, eux, n'ont pas Les enfants sont incroyables. Quiétude, ouais, les enfants, ils nous donnent des leçons, ils me donnent tous les leçons tous les jours, d'humilité, de force. J'ai vraiment des histoires en tête d'enfants qui avaient une force de caractère incroyable. Et oui, c'est vrai que c'est pas les enfants qui posent souci. problème, c'est les parents, parce que les parents, ils ont plein de choses. Ils acceptent ça, ils prennent ça en pleine poire. Ils avaient prévu des choses pour leur enfant qui ne se réaliseront jamais. Donc il y a un gros deuil à faire déjà de la vie qu'ils avaient rêvée. Et ensuite, maintenant, avec Internet, ils ont réponse à tout. Ils savent mieux que vous, et donc du coup, ils veulent se substituer à vous. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que du coup, ils mettent des barrières et ils mettent des positions qui sont très dures à tenir.
parce que ils opposent en face de la science qu'ils ont trouvée à droite à gauche, mais qui n'est pas forcément celle qui est adaptée pour leur enfant. Ok. Ils n'ont pas le recul de le voir et du coup ça peut frictionner parfois. Alors moi j'ai jamais eu trop le problème. On arrive toujours en discutant à trouver des terrains d'entente, mais j'ai le souvenir d'une fois où j'ai des parents qui ont dit moi, là vous me parlez des effets secondaires après la radiothérapie, moi je préfère voir ma gamine morte plutôt qu'avec des effets secondaires. Oh, ok. C'était des parents qui disaient moi le handicap c'est impossible à entendre. Moi, je préfère voir ma fille morte que handicapée. Et du coup, là, je me suis levé, je dis moi, je peux pas. Donc, écoutez, je vous adresse à quelqu'un d'autre. Ok. Et parce que moi, pour moi, c'était pas entendable. Et j'ai dit, tant pis, on s'arrête là. Le dialogue ne passe pas. Et donc, finalement, les parents n'ont pas traité leur enfant. Et du coup, la maladie a progressé. Et du coup, ils ont accepté de la traiter, mais après, où c'était un peu tard. Et du coup, les séquelles ont été plus grandes. Donc, c'est dommage. Ils y sont allés entre guillemets au dernier moment quand ils avaient plus le choix. Ok. Mais du coup, la maladie, au lieu de traiter un pois chiche, on a traité une pomme et forcément, c'était pas les mêmes enjeux, quoi. Tu vois, au Québec, une situation comme ça, sans que je connaisse les détails, on est en train d'obtenir une injonction du tribunal pour traiter l'enfant contre le gré de ses parents. Je sais pas si ça existe chez vous, j'imagine que oui. Ou... Alors, on aurait pu, c'est juste qu'ils n'ont pas refusé le traitement en entier, ils ont refusé que la radiothérapie. Et du coup, ça ne tombe pas sous le coup de, effectivement, l'injonction dans ce type-là. S'ils avaient refusé tout le traitement, on aurait pu dire, voilà, là, oui. Okay. Et là, ils ont juste dit, dans le traitement, on est OK pour la chimiothérapie, mais on ne veut pas les rayons. OK. J'imagine que tu peux rien faire. Par la force des choses, tu fais des soins palliatifs, donc, parce que tu offres des traitements de radiothérapie palliative, donc... dis-moi. Oui. Je voulais savoir un peu l'aide médicale à mourir, l'euthanasie en France, où est-ce que vous en êtes? J'ai pas la notion que ce soit offert ou... Non, pour l'instant, c'est pas d'actu. Enfin, c'est toujours un sujet d'actualité, mais c'est pas encore en place. On a des lois qui arrivent un petit peu pour essayer, pour avoir effectivement un accompagnement sur la mort, mais pas l'acte vraiment direct de causer la mort par injection. C'est plus, pour l'instant, on est plus dans quelque chose de... On arrête de prolonger la vie, c'est-à-dire qu'on va mettre ce qu'on appelle la sédation profonde. Donc, juste, on endort les gens, on les nourrit pas, on les hydrate pas, et puis on laisse se faire. Mais provoquer directement le décès par injection, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. On a pas mal d'associations en France qui sont contre ça. Et c'est vrai que c'est toujours un grand débat. Alors moi, je suis très partagé. Je pense que c'est toujours pareil. C'est très personnel et personnalisé. Ma formation de médecin m'a pas appris à abréger la vie, puisque c'est pas pour ça qu'on est censé se battre. À côté de ça, j'ai vu ma grand-mère mourir d'une maladie de Charcot en ne pouvant plus que cligner des yeux à la fin de sa vie. Et j'aurais bien aimé à ce moment-là l'euthanasie quand elle me l'avait demandé. Et que c'était pas possible. Mais voilà. Mais ma formation et même moi me dit causer la mort moi directement, j'aurais du mal moi à me dire c'est moi qui injecte un produit qui va causer la mort quand même la personne souffre. J'aurais quand même un peu de mal de manière très personnelle, mais je comprends tout à fait. Je vous dis moi pour ma grand-mère, je l'aurais fait sans hésiter, quoi. A fortiori chez l'enfant, j'imagine que tu seras encore plus réticent ou Complètement, d'autant plus que chez l'enfant, on a tous, tu vois, des tableaux de chasse où tu as des rémissions ou des patients que tu aurais dit qui n'avaient plus aucun espoir et finalement, en fait, ils sont encore là parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Et donc, tu as toujours ce truc de dire, et si jamais c'était pas lui aussi, tu vois. Et si ce gamin, il passait aussi sous le coup du miracle, pourquoi pas, quoi. Et donc, du coup, je pense que c'est encore plus dur. Ouais. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer.
vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Je dois dire que moi, personnellement, spontanément, j'avais ta position jusqu'à il y a quelques années. Avec le podcast, j'ai fait une série sur l'aide médicale à mourir. Ça a élargi mes horizons. Là où j'ai, je dirais pas un malaise, mais je suis un peu perplexe, c'est que le Québec, depuis l'adoption de l'aide médicale à mourir, est devenu rapidement le champion du monde dans l'administration de l'aide médicale à mourir. Là. 7% des décès au Québec actuellement surviennent par aide médicale à mourir. Ça, je dois dire que ça m'inquiète un peu, là, qu'on devienne si performant si rapidement dans ce domaine-là, mais ça soulève toutes sortes d'autres questions sur les choix ou sur... mais c'est un débat qui est en constante évolution. Écoute, on parlait de... En t'écoutant en entrevue, j'ai réalisé une chose qui m'a frappé, c'est que dans tous les traitements de radiothérapie chez l'enfant est toujours accompagné, sauf dans la salle de traitement. Donc, j'imagine que le traitement est quand même relativement court, mais extrêmement stressant pour un enfant. Donc, et ce qui m'amène à te parler de Miroki. Donc, ça a l'air extraordinaire. Donc, je vais te laisser me présenter Miroki, puis je joindrai là, au balado des images ou des extraits vidéo. Donc, je t'écoute. Alors, déjà, pour se rendre compte un petit peu, j'ai fait dans mes podcasts, dans mes posts sur LinkedIn, j'ai un post spécifique justement pour montrer les pièces de radiothérapie. J'ai digitalisé en version numérique les endroits de radiothérapie, donc tu peux te balader en 3D dans la salle de radiothérapie pour te rendre compte déjà ce que c'est qu'une salle de radiothérapie. C'est une salle, c'est un bunker, il n'y a pas de fenêtre, il y a très peu de lumière, c'est ambiance blanc, lumière tamisée, et tu es seul pendant le traitement. Assez lugubre. Donc, effectivement, tu l'as très bien dit. Voilà, c'est lugubre. Et effectivement, c'est le seul moment pendant le traitement de l'enfant où l'enfant va être seul. C'est-à-dire que quand il va à la chimiothérapie, papa et maman sont là. Quand il va au scanner, c'est un peu irradiant, mais maman met un tablier de plomb et puis maman peut être là. Quand il va au bloc, papa peut amener au bloc jusqu'à ce qu'on endorme l'enfant et après il part, mais il peut amener l'enfant jusque-là. En radiothérapie, on peut pas. C'est-à-dire qu'à la rigueur, l'enfant peut être accompagné par ses parents, mais on n'aime pas trop lors du positionnement, mais pourquoi pas. Mais une fois que la porte du bunker est fermée, l'enfant est tout seul, puisque quand on appuie sur le bouton qui déclenche le traitement, le rayon est tellement fort que personne ne peut être dans la pièce sous peine de soi-même déclencher un cancer à la suite de cette irradiation. Et donc du coup, c'est la première fois que l'enfant est seul. Alors, il est seul en général entre 10 et 20 minutes par jour, c'est pas grand-chose. C'est quand même pas mal. Mais quand même, voilà. Et ça, c'est pour les traitements courts. Il y a des traitements où l'enfant est seul pendant 1 heure dans la pièce. Et ça, tous les jours, du lundi au vendredi, pendant parfois presque 2 mois. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas tout seul dans ta pièce, sous une grosse machine qui fait du bruit. Et il n'y a pas papa, maman qui te parle et c'est tout, quoi. Et donc de là me vient donc forcément ça crée des situations stressantes pour les parents qui laissent l'enfant dans la salle d'attente, pour l'enfant qui est seul dans la pièce et puis pour nous soignants qui sommes entre les deux et qui voyons un peu cette détresse de voir ses parents en difficulté, cet enfant en difficulté. Donc tout le monde est sous tension. Et alors il existe des trucs, on a des trucs en radiothérapie, donc on a des petites voitures des fois pour amener les enfants jusque dans la pièce, mais pareil, il n'y a rien quand tu es dans la machine. Et après, on leur met des films. Tu peux leur mettre des films pendant le traitement où ils sont tout seuls, mais t'enlèves pas le sentiment de solitude. Même si tu éteins le cerveau de l'enfant avec le dessin animé, en tâche de fond, il y a quand même ce truc de je suis quand même tout seul dans la pièce, quoi. Et donc, en fait, l'idée m'est venue lors d'un voyage au Japon, justement. Balade au Japon, il flotte, je prends la pluie comme il faut, je suis trempé et je rentre dans un magasin. Et là, je vois un robot qui arrive et qui me tend une serviette. Et je me dis, très bien, je prends la serviette. Donc c'était hyper utile, j'étais trempé, je prends la serviette, c'est super. Et le robot me parle en disant, voilà la serviette. Je dis, c'est super. Et je regarde autour de moi et en fait, ça choquait personne en fait. C'était totalement acquis qu'un robot, en contexte social, était là pour dépanner et aider les gens. C'était un truc, au Japon, c'est beaucoup moins... comme au Japon, il y a ce côté animiste où finalement les dieux peuvent aller dans n'importe quel objet. On peut reconnaître une part de déité dans le robot.
Et donc, du coup, le robot a une âme au même titre qu'une plante ou qu'un humain. Et du coup, ça choque pas du tout. Mhm. Et quelques temps avant, j'avais vécu une situation un peu compliquée en radiothérapie avec un enfant qui avait beaucoup pleuré. Et là, j'ai fait le lien. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi on pourrait pas mettre un robot dans cette pièce de radiothérapie? Il prend la place de personne, puisqu'aucun autre humain peut y aller. Il peut prendre l'irradiation, parce qu'au pire, s'il est fragilisé, on change les pièces qui sont Quelques pièces, fragilisées. ouais, c'est ça. Et comme ça, il peut être avec l'enfant. Mhm. Et un robot qui pourrait être comme ce petit robot qui m'a tendu la serviette, un petit robot sympa avec un sourire, qui serait juste là pour être le copain de l'enfant. Mhm. Et donc je me mets à chercher. Alors au début, je voulu prendre des cours de robotique. Je suis pas non plus un génie, puis comme tu dis, mon temps dans la journée n'est que de 24 heures, donc Oui. j'ai vite coupé court. Ensuite, je suis allé voir, on a la faculté, un gros centre de robotique à Montpellier, là où j'exerce. Et donc je suis allé les voir en disant, voilà, est-ce qu'on peut pas faire un robot pour les enfants? On m'a dit, c'est plus de 5 millions d'euros et puis plus de 5 ans de développement. Je dis, je les ai pas, donc On est en quelle année, Julien, juste pour savoir? C'était il y a 2 ans. Ok, Il y a 2 parfait. ans, à peu Ok, près. ok. Il y a 2 ans, et puis je tombe par hasard, au gré de mes recherches sur Internet, sur Miroki, un robot qui est censé faire de la logistique, qui est censé pousser des objets à l'hôpital. Donc c'est pousser les chariots, les plateaux repas, amener un plateau à l'infirmière, ce genre de choses. Voilà. Il n'est pas censé parler. Il est là juste pour être dans le contexte de l'hôpital, pour aider à la logistique de l'hôpital. On l'a rendu mignon pour qu'il s'intègre dans le cadre de l'hôpital, que ce soit pas un robot froid et métallique. Mais ça s'arrête là. Et donc moi je vois ce robot et je dis, mais c'est celui-là que je veux. Donc j'appelle les gars et je dis, voilà, moi je m'appelle Julien, je suis radiothérapeute, voilà mon problème. Moi votre robot je le veux et je le veux dans ce contexte-là. Et là les mecs me disent, mais c'est génial. Ça redonne complètement du sens à notre robot. Ça polarise complètement le truc. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait prévu, mais c'est génial. On y va. Et donc là, s'ensuit une course pendant 2 ans où on va réfléchir déjà à toutes les applications qu'on peut lui faire. Donc j'ai réfléchi à tous les contextes que le robot va pouvoir prendre avec l'enfant et même à l'hôpital de manière générale. Et on commence à faire une levée de fonds, mais pas une levée de fonds auprès d'institutionnels où les gens mettent des gros billets. C'est vraiment le robot du cœur. Donc on fait des soirées caritatives et on va parler aux gens en disant voilà le robot. Et c'est des petites mamies, des petites papis qui ont mis un petit peu de leur poche pour petit à petit acheter le robot. Donc on a comme ça des centaines et des centaines de personnes qui ont mis des petites pièces pour acheter au final le robot. Ça prenait combien? Alors le robot là, on a réussi à récolter 100 000 euros. Ok. Voilà. Donc Ok. en 2 ans, on a fait 100 000 euros avec la générosité des gens. Et du coup, au bout de 2 ans, le projet a vu le jour, on a pu avoir le robot. Et on va commencer là les premiers tests et les premières mises en condition du robot et de l'enfant. Est-ce que c'est un robot que je ne connais rien, là, mais est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière ça ou c'est le robot qui décide ce qu'il va dire à l'enfant ou est-ce que vous pouvez à l'extérieur de la salle aussi dicter des phrases, donc interagir avec l'enfant via le robot? Ou un Alors, tu peux mélange faire des les deux? deux. Ok, c'est ça. Ok. Tu peux faire les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le robot, effectivement, c'est la coque. Et dedans, il y a un LLM qui est branché, donc un chat GPT-like, qui est branché là-dessus avec le mode vocal et qui, du coup, peut échanger avec l'enfant et parler de tout et de rien. Moi, j'aime beaucoup dans les consultations demander à l'enfant ce qu'il aime. Admettons que l'enfant aime les dinosaures. Le robot Miroki va pouvoir discuter des dinosaures pendant toutes les séances de l'enfant et parler de tous les dinosaures qui existent en continu. Et si par contre, moi, je veux rajouter une phrase contextuelle, je peux tout à fait le faire. Dis-moi, j'imagine que vous allez mettre l'enfant en contact avec le robot à l'avance pour ne pas créer du stress, mais plutôt parce que si l'enfant voit le robot dans la salle de traitement en même temps que l'univers lugubre dont on parlait tout à l'heure, ça va être plus une source de stress que de réconfort. Donc, comment allez-vous préparer l'enfant à l'arrivée de Miroki? Donc effectivement, toutes les consultations avec moi, elles sont programmées. Il n'y a pas d'urgence, donc on sait exactement quand l'enfant va venir me voir. Donc on a imaginé que à peu près une semaine avant, l'enfant et les parents reçoivent sur leur tablette, téléphone et ordinateur une espèce de package où il y a toute l'histoire du robot, tout le storytelling du robot, de pourquoi il est à l'hôpital, à quoi il va servir, toutes les conditions, tous les visuels. Ils ont beaucoup travaillé avec Disney, donc ils ont réussi à faire des vidéos avec un côté un peu enchanteur, de pourquoi ils sont là, pourquoi ils existent. L'histoire à la base du robot, c'est des entités en fait qui vivent dans un monde autre
et qui viennent dans le monde des humains pour apporter du bonheur. Ok. Donc, en fait, la combinaison, ils incarnent leur esprit en fait dans la combinaison qui est le robot en fait. Donc Ok. finalement, ça permet de faire des pirouettes, c'est-à-dire que finalement, on peut transférer l'esprit dans un autre endroit, donc sur le téléphone, et hop, c'est la suite, c'est Miroki qui se transfère son esprit dans le téléphone. Donc on a imaginé tout ça pour que, avant la consultation, les parents et l'enfant consultent ça, et qu'ensuite on leur demande s'ils sont OK pour voir le robot avant la consultation. Et si jamais ils disent non, bah, on les met pas en contexte, comme ça on les met pas devant le fait accompli de bah voilà, il y a le robot, vous n'avez pas le choix. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Avez-vous, en t'écoutant, avez-vous pensé donner à Miroki sa propre histoire médicale? Imaginez que peut-être lui aurait souffert d'un cancer, peut-être aurait eu de la radiothérapie, ou ça me vient, ou ça rentrerait pas vraiment dans la mystique du personnage, parce que je pourrais imaginer le Miroki couché sur la salle de traitement, puis l'enfant voit ça, puis s'identifie. Alors, je sais pas, c'est une idée qui me vient. Ouais. Alors pour l'instant, justement, on réfléchit à ça. Le projet, si tu veux, avant février, sera encore virtuel dans le sens où il faut qu'on calibre toutes les interactions du robot, justement, ce qu'il peut dire, pas dire, et son histoire. Donc c'est des pistes qu'on explore effectivement de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que le robot est vraiment neutre et connaît les rayons mais sans les avoir vraiment subis, ou bien carrément, effectivement, on dit, bah oui, j'ai eu des rayons quand j'étais plus jeune et du coup, je vais t'en parler. Ça. On va voir. On bosse avec une équipe de psychologues qui va nous aider là-dessus pour savoir en termes d'adhésion, qu'est-ce qui est le mieux. Puisque l'idée, c'est vraiment de créer un attachement entre le robot et l'enfant pour que l'enfant aille vraiment dans la pièce avec un ami robot. OK. Dis-moi, au Québec, nous, ce genre de projet-là, où c'est souvent difficile d'entrer des nouveaux projets dans les hôpitaux, là, donc toutes sortes de contraintes administratives. Tu parlais du réseau public tout à l'heure, là. Je pourrais imaginer qu'il y aurait une série de 12 comités qui devraient se pencher sur le robot, puis même la prévention des infections, puis l'informatique, l'esprit. Mais toi, tu me dis qu'en dedans de 2 ans, tu es rendu là, donc parce que tu es vraiment particulièrement agressif, ou c'est parce que c'est un projet auquel l'hôpital a adhéré? Alors les deux, j'ai particulièrement mordu, effectivement. En fait, je voulais absolument que ce projet existe parce que je trouvais ça génial et que dès que j'en parlais autour, tout le monde était là en disant mais c'est incroyable, quoi. C'est une première mondiale, hein, ça n'a jamais été fait, et il y avait de la part de l'hôpital une ambivalence en disant d'un côté on serait les premiers à le faire, donc pour l'image, etc., c'est super, et de l'autre côté, voilà, je me suis pris une armée de lances pour effectivement, comme tu dis, hein, les infections, l'informatique, et finalement, faut-il qu'un robot s'attache à l'enfant, et enfin, il y a eu plein de levées de boucliers. On m'a même dit au début, pareil, t'as réussi à avoir 100 000 euros, mais avec 100 000 euros, on peut payer plusieurs infirmières, donc on va plutôt payer des infirmières, et tant pis pour le robot. Enfin, donc il a fallu, moi, que j'aille du point en disant, les gars, il faut que ça marche, quoi. Enfin, ce projet, il est là. Et quand je faisais rêver les gens en disant, imaginez les enfants qui iront plus jamais tout seuls dans la pièce de radiothérapie. Et là, ça faisait écho et j'ai avancé comme ça. Mais c'était 2 ans, de grandes galères où le projet a failli capoter plein de fois. C'est moi qui ai remis sur la table plein de fois. Et c'est un message à faire passer. Hein. Quand vous voulez qu'un projet marche, il n'y a que vous pour le faire marcher, quoi. L'expression qu'on a au Québec pour ça, c'est qu'on dit il faut prendre son bâton de missionnaire, puis avancer. Donc, j'aimerais que tu me parles de votre marraine, Laetitia Hallyday, ou comment est-ce qu'elle vient se connecter à ce projet, puis pour quelles raisons, puis... Alors, à la base, c'était un peu par hasard.
quand on a fait l'appel aux dons, donc Laetitia, l'idée, elle est pas loin de Montpellier, hein, elle est de la région de Sète, donc à 1 heure de Montpellier. Et donc, elle a une association pour les enfants malades. Ok. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, on la contacte pour avoir des fonds, savoir si elle veut pas participer un petit peu avec nous à la collecte de fonds. Et donc, elle participe avec un beau montant, mais correct, voilà. Et dessus, elle nous dit, ben moi, j'ai mis un petit billet quand même, j'aimerais quand même rencontrer ce robot. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rencontrer ce robot? Donc nous, pas de souci, en termes plus d'image, c'est très bien. Donc on organise une rencontre sur Paris avec le robot. Et là, c'est incroyable. Le coup de foudre. Laetitia Hallyday qui rencontre le robot et c'est un instant magique où vraiment elle est à fond dedans et elle vit le truc vraiment de manière incroyable. Et du coup, en sortant, elle dit mais enfin, ouais, je veux être la marraine quoi. Je veux mettre plus que ça. Je veux vraiment que ce projet il aille au bout, donc vraiment je mets le paquet pour que ce truc existe quoi. Ok. Voilà. Ah, c'est drôle. Et c'est vraiment la rencontre où vraiment elle a vécu un truc à la rencontre quoi. C'est curieux quand même parce qu'il y a comme un caractère personnel de la rencontre avec un robot. Je sais pas si tu Ouais, mais il est attachant et le fait qu'il parle en fait. Ouais, oui, tout à Le fait. fait qu'il parle, qu'il te regarde, etc. C'est vraiment, il y a un truc, vraiment, il y a un truc. Écoute, je pensais tout à l'heure quand tu parlais du Japon, tu seras d'accord avec moi qu'il y a seulement au Japon où on va nous tendre une serviette quand on rentre dans un magasin parce que les Japonais, quand il pleut, ils n'aiment pas qu'il y ait de l'eau dans le magasin. Donc, ils vont essuyer partout, ils vont nous donner des serviettes, ils vont mettre les parapluies dans des sacs. Donc, c'est ce qui probablement génère ce genre de processus. Tu te décris comme un lifestyle geek, puis donc tu l'as dit, tu es amoureux du Japon, que j'aime beaucoup aussi. Là. J'ai séjourné 2 fois, donc c'est un mélange de tout ça finalement qui fait qu'aujourd'hui, Miroki va être à Montpellier. J'imagine que c'est un amalgame de toutes ces choses-là, donc ça pourrait pas être une autre personne que toi, j'ai l'impression qui... C'est ce qu'on m'a souvent dit, c'est que finalement c'est un projet qui était fait pour moi, puisque finalement ça mêle la médecine, le côté geek et le côté un peu river, histoire et un peu conte, qui fait que oui c'est tout à fait comme ça que je suis. Moi quand je me décris, si on devait dire 3 adjectifs, je dis ça, je dis médecin, geek et rêveur. Et donc du coup ce projet-là match parfaitement. Ouais. Ok. As-tu peur de perdre cette flamme avec le temps ou parce que moi j'ai 20 ans de plus que toi, puis tu sais, des fois l'énergie s'estompe avec le temps ou on se décourage. Là, tu me parlais des enjeux avec les réseaux publics, là, ça gruge, puis finalement on finit peut-être par abandonner un certain temps. Moi, parfois, quand j'ai commencé à pratiquer dans la fin de la vingtaine, je regardais les gens de mon âge qui étaient un peu désabusés, puis je les trouvais comme, on dit en bon québécois, je les trouvais plates, là, tu sais, puis j'étais un peu déçu, je me disais comment ça se fait qu'ils soient comme ça, puis finalement je suis rendu à cet âge-là, puis je suis rendu un peu comme ça, là, on combat ce sentiment, mais ça finit par nous user, donc toi, as-tu peur de ça, ou tu prends ça un peu comme ça vient, disons, là? Disons que je te dis, l'avantage d'avoir vu des gens mourir beaucoup, je m'en suis rendu compte très tôt de ce phénomène-là. Okay. Et c'est là où j'ai effectivement essayé de renverser la balance en rajoutant plus dans ma vie des trucs qui me font vibrer. C'est-à-dire que j'arrêterai pas médecine pour autant pour l'instant, mais j'ai envie de rajouter des choses qui me font plus vibrer. Et comme toi, tu rajoutes ton podcast, qui finalement est de la médecine, mais qui te permet de t'échapper de la médecine comme tu l'as fait tous les jours, mais qui te permet aussi de voir des choses, de parler avec des gens, etc. Exact. C'est un petit truc en plus que tu t'es mis qui fait que ça reste, tu vois, c'est le truc qui fait que tu as envie de le faire, tu es content de faire ton podcast. Tout à fait. Et en fait, tu vois, tu as choisi un podcast de médecine, tu aurais pu faire un podcast sur la guitare ou sur la trompette, mais tu as fait un podcast de médecine, tu vois. Donc c'était une autre manière en fait de repenser ta pratique, de dire finalement la médecine c'est ma vie parce que je suis médecin et j'adore ça et voilà. Mais pour lui redonner un petit peu de couleur, j'ai mis un podcast. Moi, pour lui donner un peu de couleur, voilà, j'ai mis un robot, j'ai mis d'autres trucs, tu vois, j'ai mis le blog pour aider les gens. Et tout ça, c'est des trucs qui me font que ça me fait continuer d'avoir la flamme en fait. Ça entretient ma flamme, et plus que sur le côté technique pur, puisque j'imagine que quand on a ton âge, la technique, on est très bon, et puis finalement la marge de progression, elle est plus faible au mesure que tu grandis. Oui. Et donc du coup, tu te rajoutes d'autres briques qui par contre là te font vibrer. C'est-à-dire que c'est plus de la technique directement, mais ça a trait, comme tu disais, qu'est-ce qui est toi. T'aimes bien discuter avec les gens, donc tu fais un podcast. Voilà. Donc je pense que c'est ça qu'il faut dire aux jeunes médecins. Moi j'adore dire cette phrase, chaque fois je dis vous êtes médecin mais pas que.
faut pas vous définir que par médecin. Il faut que vous ayez un truc en plus que vous puissiez greffer à la médecine, mais qui fait que vous gardez votre humanité, votre truc à vous, quoi. Mhm. T'aimes la guitare, bah, très bien, je sais pas, écris des musiques qui font du bien aux gens qui sont malades, tu vois. Mhm. Mais comme ça, tu allies les deux. Tu fais Mhm. ta gratte, t'es content, et tu fais plaisir aux gens. Mhm. Tout à fait. Donc c'est ça qui est important pour garder la flamme, je pense. Tu te décris aussi comme un fervent protagoniste de la santé globale donc c'est quoi pour toi la santé globale là? Donc est-ce que ça inclut En fait, l'environnement, la politique ou c'est plus quelque chose qui est centré sur l'individu? alors, en fait, j'ai un livre que je conseille à chaque fois, que je te conseille de lire. C'est Ken Wilber, l'auteur, qui s'appelle La théorie de tout, Mhm. et qui place un peu ce qu'il appelle la théorie intégrale, qui place du coup le 4 grands cadrans. Donc il sépare une feuille en 4. La partie du haut, c'est la partie individuelle. La partie du bas, c'est la partie collective. La partie de gauche, c'est la partie interne. Et la partie de droite, c'est la partie externe. Et donc, tu as comme ça 4 cadrans qui te permettent de résumer n'importe quel problème sous 4 grands points de vue. Et donc, Mhm. si tu prends la médecine de manière générale, la médecine comme on l'a fait en Occident, c'est d'un point de vue externe et collectif. C'est-à-dire que c'est la santé pour tous, et puis on traite de l'extérieur. On fait une opération, on donne des médicaments. Si tu prends la médecine chinoise, c'est plus personnel, interne. On essaye à traiter les émotions, le côté interne, la prévention, etc. Donc c'est plus cette partie-là. Pour autant, les deux ont raison, tu vois. Et la vérité, elle n'est pas que chez l'un ou que chez l'autre. Mhm. Elle est au carrefour des deux. Mhm. Et donc c'est pareil, quand tu rajoutes le collectif externe, tu peux avoir aussi tout ce qui est politique de santé. Comment on fait pour avoir la santé publique qui fasse du bien à un plus grand nombre. Et pareil, si tu prends le côté interne et personnel, bah, tu as tout ce qui est la partie psychologie, le traitement de ces traumas anciens, etc., qui pourrait avoir un impact aussi sur les maladies futures, Mhm. tout ce qui est le psychosomatique, etc. Et donc, du coup, c'est quand j'ai lu ce bouquin, et puis avec aussi le prisme de quand je suis allé au Japon, où finalement la médecine était un peu différente, l'approche était un petit peu différente. Moi, j'ai fait des cours un peu d'acupuncture rapidement pour connaître, et je trouvais que la philosophie était différente. Et c'est là où je me suis dit, il n'y en a pas un qui a raison en fait. C'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre. Mhm. Et c'est là où je me suis mis à penser vraiment plus global en disant la partie que je fais de la médecine, elle est très bien, mais elle n'est pas suffisante pour aujourd'hui prendre soin de moi et des autres. Donc l'idée, c'est de dézoomer et de voir comment on peut rajouter des choses euh, dans ces 4 cadrans. C'est plus facile, le framework est assez simple, Mhm. dans ces 4 cadrans pour arriver à un truc beaucoup plus global. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis formé à d'autres techniques, pas pour forcément les proposer, parce que je ne suis pas un pro ni un expert, mais pour les connaître et les conseiller. Je conseille par exemple beaucoup l'acupuncture chez mes patientes qui ont eu de la radiothérapie, qui ont le sein encore gonflé. La radiothérapie dans les œdèmes post-radiothérapie, ça marche extrêmement bien. Mhm. L'acupuncture l'acupuncture dans les seins post-radiothérapie, ça marche très bien. L'acupuncture dans les bouffées de chaleur liées à l'hormonothérapie, ça marche extrêmement bien. Tu vois. Ok. Et donc c'est vraiment une ouverture d'esprit comme ça pour essayer d'avoir une vision la plus globale possible, quoi. Voilà. Outre l'acupuncture, est-ce qu'il y a d'autres avenues là, que tu favorises ou que tu suggères Alors ce que j'aime bien la phytothérapie Mhm. quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, encore une fois. J'aime bien le shiatsu, dans l'idée encore japonaise. Euh, et ensuite, j'aime bien la partie plus américaine avec le biohacking. C'est cette partie qui est vraiment de l'optimisation jusqu'aux hormones, etc. Donc j'ai aussi une facette plus vraiment backed by science, quoi. Très hormonale et métabolique, quoi. Ok. Dis-moi, avec cette approche un peu globale de la santé, est-ce que tu cours parfois le risque d'être jugé par certains collègues ou critiqué, puis ils vont dire, bah, Dr. Wellman, là, tu sais, c'est un Ouais, ésotérique. ça arrive. C'est un ésotérique, là, tu sais, il fait de la sorcellerie, là, mais tu sais, il est un peu en dehors des balises. Ouais. Alors l'idée, c'est que j'ai pas non plus envie de sortir des balises parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des balises qu'il faut pas franchir. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont quand même appuyées par la science. Tu Mhm. vois, l'ASCO, donc la grande association américaine d'oncologie, a publié cette année des guidelines sur tout ce qui est justement thérapie complémentaire pendant les traitements. Mhm. Cette année, le tai chi est rentré comme preuve scientifique que ça a amélioré la prise en charge pendant les traitements. Ok. Le yoga a fait ses preuves après, dans l'après-cancer. Et aujourd'hui, on a des preuves scientifiques pour dire que le tai chi et le qigong
font du bien pendant les traitements. Et on a des preuves. Donc, si tu veux, c'est Il y a on de la considère science. avant comme un truc un peu ésotérique. Là, il y a de la science quand même Ok. qui soutient. Pareil, la phytothérapie, il y a quand même de la science qui soutient Mhm. la phytothérapie. Il y a de la science qui soutient l'acupuncture. Il y a des papiers sur l'acupuncture. Donc, Mhm. j'essaie quand même de rester dans des trucs qui ont été testés, Mhm. mais qui sortent un petit peu voilà, des trucs un peu classiques qu'on peut proposer. Ah, Le but du jeu, c'est pas d'aller proposer des trucs voilà, complètement farfelus ok. non plus. Ok. Et donc, du coup, c'est pour ça que on peut me critiquer, mais j'ai de quoi me défendre. Ah, Tu vois, tout je à dis fait. pas, J'ai aucune inquiétude. ça sort de Ok. quelque chose, quoi. J'ai pas d'inquiétude. Dis-moi. Et tu es parfois confronté à des patients qui veulent aller simplement vers les thérapies alternatives, là, puis tu dois vraiment Alors là, comme c'est comme ça, convaincre, là, de dire non, écoutez, comme tu dis, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Est-ce que ça arrive régulièrement ou c'est plutôt exceptionnel? ça arrive quand même assez régulièrement, mais du coup, c'est pour ça que j'explique comme ça en disant c'est pas pour moi des thérapies alternatives, parce que alternative c'est l'un ou l'autre. C'est ça. Pour moi, c'est des thérapies complémentaires. Parfait. C'est l'un et l'autre. C'est Ok. juste et simple fait de faire shifter les gens dans leur esprit en disant, vous savez, là, pour moi, c'est pas une thérapie alternative, mais complémentaire. Mhm. Vous pouvez faire les deux en même temps. Mhm. Et déjà, on rattrape pas mal de gens. Il y a des gens qui, de toute façon, ils ont décidé qu'ils feraient pas, donc ils feront jamais finalement. Et ceux-là, tant pis, on les informe et puis c'est leur choix. Mhm. Mais il y a des gens qu'on rattrape comme ça, qui a dit, ah, effectivement, le fait que vous me disiez que ce soit complémentaire, je vais peut-être faire les deux. Ok. Et justement, le fait de moi connaître ces thérapies complémentaires, d'en parler, ils sentent que le médecin, il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que je dis, oui, vous pouvez le faire, mais peut-être pas pendant les rayons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, moi, je prends tel et tel et tel complément alimentaire, ça me dérange pas, mais ceux-là, vraiment pas pendant les rayons. Ok. Parce que ceux-là, ils sont pas bons pendant les rayons. Et donc, le simple fait de voir que leur médecin est au courant de ça, l'accepte, le renie pas en bloc, mais juste dit, peut-être il faut le prendre, mais peut-être pas à ce moment-là, Mhm. en fait, ils acceptent totalement. En fait. C'est pour ça que je me suis formé. C'est pour dire aux gens, je sais que vous voulez prendre, de toute façon, je vais pas vous en empêcher, je sais que vous le ferez de toute façon. Je vous dis juste, avec mon regard à moi, peut-être plutôt là, ou plutôt là. Ok. Voilà. Et ça, les gens, Ok. ils aiment beaucoup. Quand même, c'est remarquable. Remarquable. Écoute, ça me donne plein d'autres idées de discussion. Donc, je te remercie énormément. Et, tu connais un peu le format de l'entrevue, donc il y a une petite section baguette magique. Donc, Baguette magique, ouais. on est transatlantique aujourd'hui. Alors, moi, dans ton réseau à toi, si tu veux, là, si je te laissais changer une chose dans le système de santé français aujourd'hui, là, vraiment par magie, là, c'est instantané. Donc, toi qui aimes les trucs geeks un peu. Alors moi, ce que je dirais, alors c'est un peu provocateur, mais j'ai beaucoup réfléchi du coup. Je ferais payer toutes les consultations 1 euro, même pour ceux qui, entre guillemets, sont à 100%. Pour que les... En fait, j'aimerais beaucoup que les gens reçoivent la facture. Ok. Pour moi, et c'est ça qui manque, je pense. Les gens pensent que c'est gratuit, Mhm. alors que c'est pas gratuit, c'est assumé par la société. Ok. Si j'avais un coup de baguette magique, voilà, j'aimerais que tout le monde reçoive la facture et que dans cette facture, tout le monde paye 1 euro symbolique. Ok. Ok. Oh, Voilà, pour qu'ils se rendent compte de, voilà, on a fait une radiothérapie. Une radiothérapie en France, c'est 20 000 euros. ok. Et les personnes le payent. Donc on paye 1 euro symbolique pour s'engager, pour dire, voilà, je me rends compte que c'est pas gratuit et je participe. Écoute, Voilà. c'est très intéressant parce qu'au Québec, on appelle ça le ticket modérateur. Oui, Donc, ça- nous, quand t'as... Vas-y. Non, mais j'allais dire, puis ça revient à l'avant-scène de temps en temps, puis ça a toujours été un petit peu mis sous le tapis, parce qu'on a peur, au Québec, écoute, ce qui avait été évoqué, je pense, c'est 5 $, là, tu sais. Puis on disait peut-être 5 $, c'est quand même peut-être trop pour les gens qui n'ont rien. Et même dans la loi canadienne sur la santé, là, une loi fédérale, et sauf erreur de ma part, même le ticket modérateur est expressément interdit. Donc, parce qu'au Canada, donc, il y a une portion des soins en santé. Les soins sont provinciaux, si tu veux. Mais il y a une portion du financement qui vient du gouvernement fédéral. Mais ce financement-là vient avec certaines conditions qui sont dictées dans une loi fédérale. Donc, et le ticket modérateur ou l'interdiction en fait partie. Donc, mais ça revient, je te dirais, je vais dire aux 5 à 10 ans, là, le ticket modérateur revient à l'avant-scène. On a à un certain moment donné au Québec aussi, on mettait le prix le coût, pas le prix, mais le coût des prises de sang sur le formulaire. Il y a toutes sortes de choses qui ont été Ça pourrait tentées. être Tu vois, pas mal, hein. les enjeux se rejoignent, donc, mais tu allais dire, donc... Mais en France, nous, il y a le ticket modérateur, mais c'est plus dans le cadre du cancer où tu as justement des maladies ce qu'on appelle affections longue durée, qui ont du coup une prise en charge à 100%. Mhm. Donc effectivement, l'État prend à 100%, mais du coup, il faudrait juste qu'il y ait la facture. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de ticket modérateur, mais par contre, c'est pris en charge par l'État aussi. Mhm. Mais ce serait bien voilà, qu'il y ait la facture. Tu vois, tu fais une immunothérapie. Une immunothérapie, c'est des dizaines de milliers d'euros. Mhm. Une radiothérapie, c'est des dizaines de milliers d'euros. Il y a des cachets en médecine qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. Mhm. Et en fait, les gens, ils ne savent même pas, en fait. C'est juste qu'ils se rendent compte
de combien ça coûte. Je pense que si on va dans la rue et qu'on dit à 10 personnes combien ça coûte les soins de cancérologie, je pense qu'il n'y en a pas un qui dit juste. Écoute, C'est juste que les gens se rendent compte, voilà. OK. Est-ce qu'en France, le salaire des médecins est un enjeu public ou... Je pense que c'est une vraie question parce que c'est ça qui participe aussi à l'épuisement. C'est vrai que si tu regardes au nombre d'études et à la responsabilité que tu as, quand tu es dans le public, effectivement, tu es pour moi sous-payé. OK. Et c'est pour ça qu'il y a une fuite vers le privé parce qu'effectivement, dans le privé, tu gagnes plus, effectivement. Et donc, du coup, c'est quand même si c'est pas uniquement pour ça, bien sûr, mais c'est quand même un bon moteur pour motiver les gens. En tout cas, un peu plus que ce qui est fait à l'hôpital. C'est sûr que c'est pas motivant. OK. Nous, au Québec, comme tu le sais peut-être, là, donc le réseau est essentiellement public, mais la perception, souvent, c'est que les médecins sont peut-être bien payés ou trop payés. Ça revient souvent à l'avant-scène, le salaire des médecins. Puis, écoute, les salaires moyens des médecins sont parfois dans les médias, là, dans les journaux. Puis, il y a des écarts de conduite, là, évidemment. Il y a des gens qui facturent des choses qui n'ont aucun sens, mais ça revient assez régulièrement là, donc sur la place publique. Là. Bah, c'est vrai que vous êtes un peu mieux payé. Donc j'ai une copine qui avait fait un fellow donc pendant un an chez vous. Et effectivement, elle comparait, elle disait effectivement, ça n'a rien à voir. Un médecin, effectivement, au Canada est bien mieux payé qu'un médecin en France. Ouais, c'est ça. Faudrait voir toutes les conditions, je sais pas, les fonds de pension, tous les trucs qui viennent à côté. Oui, après, il faudrait voir tous les autres trucs, mais de dire, elle avec ses yeux, entre guillemets. Juste le salaire brut, c'est ça. Par contre, disait, effectivement, il y a quand même plus une bonne différence. De choses, quoi, voilà. Alors, la deuxième question de la baguette magique, c'est que si tu avais une rencontre de rêve, donc je suis bien curieux de t'entendre. Alors ça, c'est très très dur. Vraiment, j'ai réfléchi hier à cette question. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Je dirais, comme ça, vraiment, ça a été assez dur. Je dirais Mark Zuckerberg. Ok. Il y a plein de gens, décédés. Il y a plein de gens décédés avec qui j'aimerais parler effectivement, mais ce serait plus pour un temps sympa. Mais si je voulais avoir quelqu'un pour la vision du futur, je dirais Mark Zuckerberg, parce que j'aime beaucoup. Alors, on aime ou pas Meta, la protection des données, etc. Ça c'est effectivement, c'est complètement indéfendable, on va dire. Mais c'est plus la vision de ce qu'il appelle, de ce qu'on a appelé le métaverse et de la partie, voilà, ce qui est monde virtuel. Moi, je suis très monde virtuel. J'ai d'ailleurs un projet là-dessus. D'ailleurs, on pourra en reparler une autre fois. Mais et du coup, j'ai envie de voir la vision de quelqu'un qui est dans la tête, enfin qui est la tête de ce truc-là et qui veut justement greffer ce monde virtuel au monde réel. Alors, dans l'idée d'en faire quelque chose de bien ou pas, ça c'est une autre question. Mais de voir sa vision à lui de comment il intégrerait les mondes virtuels au monde réel. Parce que moi, dans mon idée, ce serait de dire comment après je shift pour en faire quelque chose de bien, tu vois. Peut-être que lui, il va en faire un truc de contrôle, j'en sais rien. Et moi, ce serait comment lui, il pense le truc pour arriver, moi, ensuite, à en faire quelque chose de beau, quoi. Voilà. Ok. Mais très dur. Vraiment, la question, je me suis arraché quelques cheveux hier en me disant, finalement, tu vois, j'aurais bien aimé parler avec Gandhi aussi. Enfin, il y avait plein de trucs. Ouais. Mais c'est vrai parce que tu me proposes Mark Zuckerberg, puis je réalise qu'il est peut-être un peu moins dans l'actualité depuis quelques mois. Lorsqu'on parle, on pense à des gens dans cette catégorie-là, on parle essentiellement d'Elon Musk maintenant, là, avec les présidentielles américaines. Là, c'est comme... puis lui, il dégage une image, on dirait, un peu plus négative là, actuellement. Là, même l'emprise qu'il va potentiellement avoir sur le président américain... Puis là, on réalise que c'est ça qui me gêne. Tout est interrelié, là, donc il contrôle les satellites que l'armée ukrainienne utilise dans la guerre contre la Russie. Ça devient comme... c'est ça qui me gêne beaucoup. C'est-à-dire que le personnage est incroyable, je pense, effectivement, à titre purement... Voilà. Tout ce qu'il a fait, on va dire, c'est jusqu'à il y a 3 ans, je trouvais ça incroyable. Et c'est vrai que depuis qu'il s'est mis sur Twitter et qu'il se met à être finalement plutôt un influenceur mondial... avec ses idées et qui du coup il arrive à imposer ses idées, je trouve ça profondément terrifiant en fait. Moi qui admirais le bonhomme, je me dis que là, je sais pas, il se passe un truc dans sa tête où c'est pas forcément pour l'humanité, quoi. Voilà, c'est juste ça que je me dis. Même si vraiment, tu m'aurais posé la question il y a 3 ans, je t'aurais dit Elon Musk sans hésiter. Ok, ouais. Parce que le mec visionnaire avec les fusées, quand tu vois quand même SpaceX qui rattrape le lanceur là, cette image elle est quand même super incroyable, quoi. Mais derrière, j'ai
peux pas empêcher que le mec, il a, je sais pas combien de millions d'abonnés sur Twitter et que quand il claque des doigts, il fait tourner le vent, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça qui me gêne, moi. C'est ça qui me gêne. Tout à fait. Écoute, à suivre, on va avoir une année assez animée. Une cause qui te tient à cœur spécifiquement, je vois un peu les choses qui te font vibrer, mais est-ce qu'il y a une fondation particulière ou une œuvre que tu supportes? Ou... Pas forcément, j'avoue que je suis très tourné vers vraiment les enfants. Évidemment. Les enfants, et pas que les enfants malades, j'aime beaucoup l'éducation. J'essaie même pour ma fille de réfléchir à comment l'éduquer et comment la former au mieux dans un monde qui va être de plus en plus chaotique. Ok. Donc j'essaye d'emprunter des pistes de réflexion dans le monde des éducations de manière générale pour essayer d'avoir une meilleure pédagogie pour ma fille et pour les enfants, puisque encore une fois je pense que à la même réflexion que j'avais fait avec Super Médecin, c'est que si on aidait les étudiants en médecine, finalement on aidera les médecins de demain. Et bien si on aide les enfants d'aujourd'hui, on aidera le monde de demain. Donc pour moi c'est les enfants. Pour moi c'est vraiment les enfants, qu'ils soient malades ou pas. Ma cause, ma motivation, c'est vraiment les enfants. Écoute, c'est une façon extraordinaire de conclure. Donc, Julien, merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Pierre. C'était hyper intéressant. Je serais ravi de rediscuter avec toi, même hors ligne ou même sur d'autres formats, d'autres idées. Avec grand plaisir. Je viens au Canada normalement en février, parce que j'ai mon beau-frère qui habite à Montréal. Écoute, on va se voir à Montréal, c'est certain. Merci. À l'occasion, voilà. Il faut que je prenne mes billets encore, mais à l'occasion. Ouais. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.